Voilà. Un diamant. Au cœur de la forêt jurassienne, près de Lons-le-Saunier, Gilles part à la chasse. Donc là, je vais attraper un milan royal qui s'était pris dans des filets, qui était légèrement blessé et qui donc a été admis au centre il y a un peu moins d'un mois. Gilles soigne chaque année près d'1 millier d'animaux sauvages. Son but, les réintégrer dans leur milieu naturel. Voilà. Donc ça, c'est une espèce menacée. Il est très stressé, c'est pour ça qu'il a cette attitude. C'est un grand rapace qui fait 1,40 m d'envergure. Hein. Vous voyez, c'est une très grande envergure et on le reconnaît à sa queue d'aronde ou d'hirondelle. Voilà, donc qui est très très échancrée. Bon, on y va ? Ouais. Ce milan royal est une espèce rare et emblématique du Jura. Voilà. Donc on le lâche dans un endroit où il y a un petit peu d'espace autour. On est comblé quand ça se passe comme ça. C'est agréable, ça donne envie de voler. C'est ça qui est sympa avec les milans, c'est qu'ils font le spectacle, ils tournent. Des forêts, en passant par les plaines ou la région des Grands Lacs, durant plusieurs mois, nous sommes allés à la découverte d'une région peu connue, mais parmi les plus belles de France, le Jura. Réputé pour sa faune et sa flore, il l'est aussi pour sa gastronomie et ses vins. Nous avons rencontré 5 amoureux de leur patrimoine. Fabienne est chocolatière à Pontarlier. Sa renommée, elle la doit à ses créations à base de produits locaux. Il faut que j'innove, il faut que je cherche, c'est mon plus grand plaisir. Et tous les mois, la chocolatière crée un chocolat toujours plus surprenant. Vincent, lui, est bûcheron, mais aussi ébéniste. Il fabrique des canoës en épicéa, uniques au monde. Ce canoë est unique sur le fait qu'il est fait 100% main. C'est 100% Made in Jura. Vincent a la passion du détail, mais il va devoir accélérer la cadence, car l'embarcation doit être livrée dans quelques semaines. Voilà. Il y a aussi Clémentine, vigneronne. À seulement 25 ans, elle reprend le domaine familial. Ce vin jaune, j'en suis très fière. C'est un vin bien particulier, avec une identité forte. Ça représente notre terroir jurassien. Clémentine va participer à son premier concours international avec l'espoir de conquérir le marché américain. Gilles est le responsable d'un refuge pour animaux sauvages. Chaque année, il recueille des dizaines d'espèces menacées comme ces lynx. La quasi-totalité de cette population est dans le massif du Jura. Donc nous, on estime avoir une grande responsabilité dans la conservation de cette espèce. Et enfin, Emmanuel, commercial dans le bois, mais surtout passionné de plongée. C'est bon, je peux y aller là ? Ouais, tu peux y aller, vas-y. Depuis plusieurs mois, il s'entraîne avec un objectif, découvrir au fond du lac de Vouglan un monastère englouti à 50 mètres de fond. Oui, c'est un rêve de gosse, parce que c'est un peu comme si c'était la cité engloutie. Il y a peut-être le trésor, enfin voilà. Une plongée qui lui réserve bien des surprises. Au milieu des vignobles, le petit village de l'Étoile. Centre Athénas, bonjour. Comme tous les lundis, Gilles retrouve ses collègues, pour la plupart des bénévoles. Salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Salut. Salut. Sophie, on attend des accueils aujourd'hui ? Non ? On a peut-être une mésange. Une mésange. Super. On remet en état de marche des animaux qui ont été un peu mis à mal par les activités humaines. En gros, c'est ça l'idée. Donc, il s'agit majoritairement d'oiseaux,
C'est 80% de nos accueils. Et puis sinon des mammifères. Ce matin, il faut nourrir un écureuil tombé du nid. Mais aussi un renardeau devenu orphelin. Ce balbuzard pêcheur, espèce en voie d'extinction, a quant à lui reçu un plomb dans l'aile. C'est en train de se refermer, donc je vais juste rajouter du typhène. Donc on voit ici un gros cal de fracture, c'est en cours de consolidation. Et ici, il reste une petite plaie qui est en train de se résorber, donc on va juste mettre un gel cicatrisant dessus. Mais le balbuzard ne mange que ceux qu'il chasse. Et on va faire un peu de préparation culinaire. Voilà, c'est du maïté. On fait des petits filets de poisson, en prenant garde de ne pas laisser d'arêtes saillantes pour éviter de le blesser en le gavant. Oui, parce qu'on voit bien qu'il n'apprécie que très modérément le traitement. Même si ça lui fait du bien de manger, il n'aime pas le faire de force. On fait descendre. Tu le perches sur le perchoir vertical. Au refuge, Gilles a 150 pensionnaires et parmi eux un animal sauvage qui ne vit presque que dans le Jura, le lynx. Gilles en a 6 et il mange plus de 10 kilos de viande par jour. On met ce qui se rapproche le plus de leur proie naturelle, c'est-à-dire des chevreuils, des chamois éventuellement. Ce sont en général des cadavres d'animaux tués sur la route ou sur l'autoroute. Alors là, quand j'interviens à l'intérieur, il faut toujours que je fasse le plus discrètement possible. Et j'essaie surtout de les stresser le moins possible en intervenant le plus rapidement possible. La plupart de ces lynx sont de jeunes orphelins. Ils ne pourraient pas survivre seuls dans la nature. Pendant plusieurs mois, Gilles les prépare à un retour à la vie sauvage. Là-bas au fond, c'est Betty qui est extrêmement stressée et farouche. Elle manifeste pas mal d'inquiétude. Lui, c'est un mâle qui s'appelle Robin. Voilà, derrière, là, le petit timide, c'est Caria. Il a tendance à se tenir très très à l'écart et il est très farouche. Bon, celle qui est à gauche, c'est la mère adoptive, si on peut dire, Ludmilla. Il y a l'histoire de Noël qui est un petit peu particulière. À gauche, c'est Noël, donc c'est la petite femelle à l'oreille cassée qu'on a capturée la veille de Noël. Tout a commencé il y a 5 mois. Un bébé lynx est signalé en haut d'une falaise. Gilles est appelé sur les lieux. Il est le seul en France à pouvoir accueillir des lynx sauvages dans son refuge. À l'oreille, tu vois, ça a l'air cassé. Ah oui, mais il y a une plaie. Tu vois, il y a eu une plaie là, qui a fendu carrément le cartilage. Là. La petite lynx, baptisée Noël, a reçu une balle. Elle a eu un début de vie un peu difficile et disons que son relâché nous tient à cœur. Après 5 mois de soins, Noël semble avoir retrouvé toute sa mobilité. Et dans quelques jours, Gilles va lui faire passer un ultime test pour savoir s'il peut la relâcher. À 15 km de là, perché sur les hauteurs, Château-Chalon, un des plus beaux villages de France. Attendez-moi là. J'ai dit, ça joue pas compète. Hein. Ouais, pourtant pas vite. À seulement 25 ans, la patronne de ce vignoble, c'est elle, Clémentine. On fait en fonction de la météo, donc parfois les conditions sont favorables, parfois non, mais dans tous les cas, le travail doit se faire. Donc voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, il faut être dans les vignes. Regarde ça, comment je fais? Elle a coupé un peu courte, cette baguette. Voilà, il y a plat au-dessus.
Il y a 6 mois, avec Bastien, son jeune frère de 23 ans, Clémentine a repris le domaine familial. Plus de 20 hectares de vignes. Mais leur père n'est jamais très loin. Bon, ça avance le boulot? Oui, ça va. Faut pas faire sauter les bourgeons parce que à chaque fois que tu fais sauter un bourgeon, c'est 2 grappes de raisin qui s'en vont. Et puis que tu n'auras pas dans le pressoir ni dans les cuves cette année. Bah, là, je vais te dire que la parcelle... Déjà qu'on a des petites récoltes depuis quelques années, cette année, vraiment, c'est pas le moment. On a besoin de tous les raisins pour commercialiser, pour vendre. Hein. Voilà. Ouais, ok. Allez, bah, vous vous remettez au boulot et puis moi, je m'en vais. Ouais. Alors qu'elle était étudiante en école de commerce, Clémentine s'est décidée à reprendre le flambeau après un stage en Australie dans la vallée des vins. Aujourd'hui, la jeune vigneronne doit s'affirmer. Le fait d'être la première femme sur l'exploitation, ça me donne envie vraiment de me battre, en fait, de démontrer aux gens que moi aussi je vais y arriver. Et puis que voilà, c'était pas qu'un métier d'homme et que les femmes peuvent aussi faire ce genre de travail. Depuis, au domaine, Clémentine impose son style. Allez, Steve, casse pas de bouteille, hein. C'est pas le moment. Hein. Son objectif, élargir sa clientèle et surtout exporter. Et le premier gros changement, ce sont les étiquettes. Bonjour. Bonjour Clémentine. Ça va bien? Oui, vous? Oui, très bien, merci. Alors, eh bien voilà, je vais vous montrer les nouvelles étiquettes. Ah, c'est joli ça. Donc avec les différentes sérigraphies et couleurs. Ça a bien évolué de ce qu'on avait vu la dernière fois. Tout à fait. C'est chouette. La dorure, elle est belle, hein. Elle ressort bien, j'aime bien. Mes étiquettes sont assez féminines pour me permettre à moi de marquer un petit peu ma présence. Aujourd'hui, les femmes sont une cible très importante, donc il ne faut pas les négliger. Effectivement, elles consomment du vin autant que des hommes. Et du coup, elles doivent pouvoir s'identifier également à travers nos bouteilles, à travers nos étiquettes. Clémentine retire aussi la mention père et fils et mise plutôt sur 200 ans de transmission familiale. On va essayer de mettre Génération 9 en majuscule. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'ils soient un peu plus présents en bas de l'étiquette pour faire un rappel? Et puis, pour tester ses vins, Clémentine va participer à son premier concours avec un jury 100% féminin. D'accord. Okay, merci Clémentine. Merci à vous d'être venue. Au revoir. Au revoir. Elle doit choisir 2 vins parmi les 19 qu'elle produit. Et je pense que ça peut être intéressant proposer un chardonnay un petit peu sur les agrumes, comme ça, avec une belle acidité, et qui est plutôt floral, quoi. Oui, mais enfin avec la minéralité de l'étoile, parce qu'il y a quand même il y a du gras, mais quand même une minéralité sur l'étoile qui est quand même assez particulière, quoi. Sur un concours de femmes, goûté par des femmes, je sais pas, c'est une première, je sais pas quel sera le ressenti des femmes justement par rapport à ce type de produit. Mais c'est effectivement une expérience qui est intéressante. On verra, on saura. Quant au deuxième vin qu'elle va présenter, la jeune femme a choisi un Mac-vin, un vin de liqueur, le produit phare de la maison. On a toujours eu des compliments pour ce produit, quoi. Toujours eu des bons retours, donc pourquoi pas. Après, j'espère juste qu'ils seront... Comme tous les concours, tu peux pas préjuger du résultat du concours. C'est quand même en fonction des jurys qui seront là et du goût des jurys, quoi. Oui, on a toujours eu des super retours par rapport au Mac-vin. Oui, on a les bons retours sur ce produit, ça c'est clair. Après, un concours, ça reste un concours. Bon, mais en tout cas, on est d'accord pour les échantillons. Ok, bah écoute, c'est ton choix. Allez, c'est parti. Dans le Jura, la forêt occupe la moitié du territoire. Plus de 250 000 hectares. Et c'est au cœur du parc naturel du Haut-Jura que Vincent Bûcheron cherche un joyau. Un arbre bien droit, bien haut, avec très peu de branches. Je vais couper cet arbre-là. Je dirais que cet arbre a à peu près 40, 50 ans, minimum. Je pense qu'il doit faire avoisiner les 30, 35 mètres.
coupé, regarde. Je l'ai marqué il y a 5 minutes, toi. Il pleure, quoi. C'est comme si c'était une plaie, quoi. On va le tuer quelque part, voilà. Mais moi, ce qui me console aussi, c'est que je le tue pas, quoi. Il va repartir à l'atelier, en faire un bel ouvrage. Pour ne pas être abîmé, l'arbre doit tomber sur une zone dégagée. Je regarde la direction. Voilà, c'est odeur d'entaille. C'est vraiment la direction qu'il va prendre. Voilà, tu la positionnes en fond d'entaille. Puis en fait, mon trait de hache, il me donne sa direction. J'ai pas la prétention de le mettre au millimètre près, mais il y a des très bons bûcherons, oui, avec des concours. Mais voilà, un bois, on peut le mettre vraiment où on appelle ça où on veut, c'est-à-dire vraiment dans la direction qu'on désire. Cette épicéa devra sécher 2 ans avant de rejoindre l'atelier de Vincent. Car le bûcheron est aussi charpentier de marine. Il y a 11 ans, Vincent travaillait dans l'aménagement de yachts en Suisse. Il a tout plaqué pour revenir dans sa région natale et créer la première canoterie jurassienne. Aujourd'hui, il s'attelle à l'ossature d'un nouveau bateau. Donc là, je monte le moule, ce qu'on appelle donc un gabarit. Donc en fait, c'est la première étape. Voilà. Donc on construit en fait le bateau à l'envers. Un canoë entièrement en épicéa. Si je veux venir le plaquer, eh ben, il n'y a pas de souci. Il suit largement sans casser. Mais on voit que c'est vraiment un bois exceptionnel, quoi. On peut le vriller dans tous les sens. Donc je peux venir le faire plaquer en plus comme ça. Et je peux lui redonner une forme soit basse, soit haute, ou voilà. Un bois si souple qu'il suffit de le faire chauffer à 80 degrés pour que Vincent puisse le cintrer à sa guise. Donc on voit en fait avec l'effet de chaleur, voilà. Hop. On cintre, mais alors d'une simplicité. Puis si je relâche, on voit déjà que le cintre reste en place. Donc voilà, ça c'est le gros avantage. Chaque canoë est dessiné sur mesure et nécessite plus de 150 heures de travail. Au bout d'un mois, Vincent a terminé la coque du bateau. Un farfadet commandé par un client suisse. Je peux raconter à Claude en fait vraiment la naissance de son bateau de A à Z, quoi, de la petite race, du départ de la racine en forêt jusqu'au dernier point de colle avant qu'il sorte de l'atelier. Ce canoë est unique sur le fait qu'il est fait 100% main. C'est 100% Made in Jura. Le canoë doit être livré dans 3 semaines. Mais malgré le retard, il y a des rituels auxquels Vincent ne déroge pas. Direction Narlet, un des 20 lacs de la région, pour une balade dominicale avec son fils. Vas-y, pagaille, Robin. Ah, super. Encore 2 fois de suite, à fond. Allez, encore. Voilà. Doucement. Il m'a fait ce canoë pour moi. D'ailleurs, son nom, c'est le Petit Loup, puisqu'il m'appelle souvent Petit Loup. On aime bien partager tout ça tous les deux. C'est notre lien fort, en fait. C'est notre lien familial, je pense. Ce qui nous plaît, c'est surtout d'avoir la sensation d'être Robinson Crusoe, quoi. Là, on a l'impression d'être tout seul. Pourtant, Robin et Vincent ne sont pas seuls. À quelques mètres d'eux, Emmanuel et Véronique s'apprêtent à réaliser leur première plongée de l'année. Je l'attendais depuis un bon moment et ça y est, on y est enfin. La saison redémarre. Youpi, allons-y. Vous pouvez y aller, c'est bon. Plongeur prêt? À 37 ans, ce commercial dans le bois est un passionné de plongée. Il se prépare à découvrir des sites exceptionnels en eau profonde.
Aujourd'hui, c'est la reprise de l'entraînement. Avec Véronique, sa monitrice, il va tester sa résistance à une eau à 4 degrés. Il y a des effets sur l'organisme à cause de cette eau qui est froide. Les risques d'essoufflement sont majorés. Il y a un risque de givrage de nos détendeurs. Et là, un vrai risque de panne d'air. Et si on est profond, on ne rejoindra pas la surface comme ça. Une plongée difficile qui peut réserver bien des surprises. T'es sûr qu'on y va? Ah bah, t'étais content. Au lac de Narlet, Emmanuel et Véronique vont descendre à 20 mètres et rester 30 minutes sous l'eau, sans incident. Ça va trop froid? Ça va mieux. La bouche, je dis. T'as fait des couleurs. J'ai bronzé sous l'eau. Les mêmes conditions par 45 ou 50 mètres de fond, ce sera peut-être pas la même, quoi. Ah ben là, on est anesthésié. Un entraînement indispensable pour réaliser un rêve d'enfant. Découvrir les vestiges d'une abbaye du XIIe siècle, immergée au fond d'un lac artificiel de 30 km de long, Vouglan. En 1968, toute la vallée de l'Ain a été inondée pour créer un barrage. Le monastère de la Chartreuse, classé monument historique, est aujourd'hui englouti à 50 mètres de fond. Véronique et Gérald, spécialistes de la Chartreuse, ont décidé de faire une surprise à Emmanuel. Waouh! Ah ouais, en effet. Sur un terrain privé, interdit au public, une partie de l'édifice a été sauvée des eaux. Tu l'as jamais vu? Non, j'avais jamais vu. Oui. Juste avant l'ennoyage, ils ont décidé de démonter pierre par pierre la porterie d'entrée et de la remonter juste au-dessus du niveau de l'eau. On va voir l'entrée, parce que là, on voit la partie arrière. Mais je pense que tu seras impressionné par la partie avant. Ne te retourne pas. Non, pas tout de suite. Voilà. Tu sais, c'est comme avec les enfants. Ouais. Ferme les yeux, je te dirai quand tu auras le droit. Et là, tu peux te retourner. Ah ouais, de ce côté, c'est encore mieux, quoi. On se rapproche un petit peu de l'objectif final qui sera de descendre sur la Chartreuse, mais c'est prometteur quand je vois ça. Ça, c'est juste la porte d'entrée, c'est austère, mais ça en jette. Ça donne envie de travailler et puis pouvoir enfin pour aller voir ça sous l'eau. La partie là qu'on voit là, c'est par rapport à ce qui reste en dessous, c'est... ça représente à peu près un vingtième de la Chartreuse. Ouais. Donc il y a un sacré terrain de jeu, quoi. C'est immense. La Chartreuse, c'est 55 mètres de largeur et 155 mètres de longueur. Ouais, c'est quelque chose. Je m'attendais pas du tout à ça. L'épaisseur des murs. Alors imagine-toi que tu planes en Ouais. J'aimerais vous montrer quelque chose. C'est les 2 dés en pierre, ici. Ils ont été remontés, eux aussi, et ils étaient en haut de la grande terrasse. Là, tu vois. Ah oui, ok. Plus on va descendre profond, plus l'eau va être froide, plus ça va être sombre, plus les phénomènes liés à la narcose, liés à la profondeur vont pouvoir se faire ressentir. Je suis un petit peu stressé, mais en même temps, je suis enthousiaste. J'ai vraiment envie d'y aller, ça me plaît, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, et puis là je me dis, allez, il faut y aller. En attendant, Emmanuel va devoir s'entraîner pour apprivoiser sa peur du noir. À Pontarlier, près de la frontière suisse, une autre jurassienne s'est lancée un défi. Fabienne, la chocolatière. Bonjour. J'ai une cousinade en Touraine et je dois ramener quelques spécialités franc-comtoises. D'accord, donc on a le chocolat à l'absinthe, le macaron à l'absinthe, et là, pour finir, on a les caramels à la morille. Ah, je ne connais pas du tout. Dans la région, Fabienne est réputée pour ses créations originales à base de produits locaux, comme ses chocolats au poivron, à l'asperge ou à la betterave. Moi, j'adore la création
Sinon, je m'ennuierais. Il faut que je cherche toujours quelque chose à innover. Et je ne pense pas toujours rester sur le même produit. Il faut que j'innove, il faut que je cherche. Et c'est mon plus grand plaisir. Merci beaucoup. Écoutez, Merci, vous bon aussi. Au retour revoir. en Touraine. Merci. Et parmi ses sources d'inspiration, le vin du Jura que lui fournit une certaine Clémentine. Bonjour, mesdames. Tiens, Clémentine, bonjour. Comment allez-vous, Fabienne? Très bien. Bonjour, Laura. Fais bon voyage. Oui, ça va. Très bien. Écoute, tu as amené du Mac-vin. On était parti sur un Mac-vin rouge, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, le Carmigna. Vin de liqueur avec des verres, tout ce qu'il faut pour le déguster. Je trouve mon tire-bouchon. Première étape, éveiller ses papilles et son imagination. J'imagine plein de fruits. J'imagine que ça va bien. Dans ma tête, je vois mon panier de fruits rouges et je me vois bien mon association avec le chocolat. Et ça sera riche en goût et chaleureux. Clémentine, mais on va y aller. Et on attaque. On va mettre la ganache en route. J'ai choisi un chocolat noir qui a des petites notes grillées. Ça bout, hein? Oui. Ça ira pas plus loin. Tu peux m'ajouter le Carmigna, s'il te plaît. Voilà, vas-y. Attention, parce que doucement. Ça va partir d'un coup. Allez, c'est prêt. On va goûter un petit peu ce que ça a donné. Clémentine. Merci. Tenez. Merci. Quel est ton avis, Clémentine, pour une première? C'est fin. C'est vraiment fin. Je trouve qu'on sent pas trop le Carmigna. Vous trouvez? Pas du tout. C'est plus liquoreux, alors ça fout le camp, quoi. Je vais faire d'autres essais, parce que là, c'est pas trop concluant. Et il faut que je cherche. Fabienne va devoir repenser entièrement sa recette si elle veut mettre prochainement en vitrine son chocolat au Mac-vin. En quête de notoriété, Clémentine ne rate pas une occasion pour faire connaître son vin. Le lendemain, elle est à Beaune, en Bourgogne, pour le concours mondial des vins féminins. Sachant que c'est un public féminin qui va déguster mes vins, ça m'angoisse un petit peu et j'espère qu'elles vont apprécier les produits que j'ai présentés. Bonjour. Je vais juste mettre un coup d'œil dans l'eau. C'est immense. La vigneronne a 2 vins en compétition et elle fait aussi partie du jury. Je serai à fond concentrée sur les vins que je vais déguster, ça c'est sûr. Par contre, j'oublierai pas mes vins qui sont pas loin de moi. Je vais forcément y penser, c'est inévitable. Elles sont 700 femmes, cavistes, œnologues, viticultrices ou simples consommatrices, à rejoindre Clémentine pour la dégustation. Vous êtes des professionnels? Débutants. Débutants. Vous travaillez dans le vin? Oui, je fais un BTS viticulture œnologie. À Beaune? Ah ouais? D'accord. Et ça fait déjà 3 ans que je travaille dans le vin. C'est ma 3e saison. Et vous, madame? Moi, je suis viticultrice. Mon mari est viticulteur, je travaille avec lui. En Côte-du-Rhône septentrionale, Condrieu-Saint-Joseph. Vous avez fait un petit peu de route alors pour venir Voilà, là? ouais. D'accord. En compétition, 4000 vins venant du monde entier. Chaque vin est dégusté à l'aveugle par 3 femmes, placées à des tables différentes et éloignées. 3441. Ok. On a une belle couleur rose assez prononcée. C'est un rosé qui donne vraiment envie de le déguster. Clémentine note une 40aine de vins. Très élégant. Subtil. La concurrence est rude, oui. Quand je vois un petit peu de ce que les gens sont capables de faire, je me dis que la barre est haute. Quelque part dans la salle, 3 anonymes évaluent les vins de Clémentine. À la fin du concours, 2 jurys donnent leur avis sur le Mac-vin de la vigneronne.
c'est bon. Ça, je crache pas, je suis désolée. Hein. Il est assez complexe. Hein. Il y a un très beau travail du cépage, il y a un très beau travail du vigneron par rapport à l'élevage. Il y a un bon équilibre, c'est parfait. Franchement, là, je le noterais pas à 20 sur 20, mais je lui mets facilement 16, 17. Oui. Ouais. Ah oui. Franchement, je lui souhaite parce que c'est un très beau travail. Donc j'espère qu'elle est tombée sur quelqu'un qui connaît les vins du Jura, qui n'a pas d'a priori et qui saura apprécier à sa juste valeur la qualité et du travail et puis surtout le résultat dans la bouteille. Franchement, c'est bon. Alors que de son côté, le président des Féminalises se penche sur les résultats de Clémentine. Il y a des très bons commentaires, des moins bons commentaires. C'est pas mauvais. J'ai vu pire. Là, rien n'est joué. Alors, ma fiche, mon stylo. Clémentine recevra les résultats dans 2 semaines, lors de son voyage à Los Angeles pour promouvoir ses vins. Dans le Jura, le centre Athénas, le SAMU animalier, travaille avec plus de 250 correspondants. Parmi eux, Emmanuel le plongeur. Il a quitté les eaux troubles du lac pour apporter à Gilles un paquet particulier. Salut Gilles. Salut. Je t'amène 2 petits colis. D'accord. Ça vient de Dijon, non? Ça vient d'où? Non, il y en a un qui vient de l'Abergement La Ronce. Ouais. Celui-ci, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Excuse-moi, je cours un peu. Salut. Salut. Donc celui-ci il vient de l'Abergement La Ronce. D'accord. Donc dedans, donc, il y a une petite fouine qui a été trouvée donc hier. Oh, ah oui, petite. Ouais. Ah oui. Là depuis 2 jours, dans ce qu'elle a mangé, c'est de la croquette pilée. D'accord. Donc là, il faut qu'elle soit élevée par une seule personne et Ah ouais? oui, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'elle soit imprégnée, qu'elle s'habitue. Il faudrait qu'elle s'habitue à 50 personnes pour qu'elle puisse être relâchée. C'est gros. Pour moi, je pensais que c'était beaucoup plus petit que ça. Mais j'ai l'impression de servir un petit peu à quelque chose, quoi. Et puis de préserver un petit peu la faune sauvage locale. Donc même si c'est pas grand-chose, je trouve ça gratifiant pour moi. Et voilà, puis j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien aujourd'hui. Voilà. Bon, Gilles. Bon, Manu, au plaisir. À bientôt. Ouais, à bientôt. Salut. Salut. Et puis, c'est bien, comme ça au moins j'aurais mis un visage. Oui. Gilles accueille en moyenne 4 nouveaux pensionnaires par jour. Mais aujourd'hui, sa priorité est ailleurs. Il prépare un ultime test pour Noël, la lynx. Alors là, on va capturer des lapins qui sont dans une grande volière, qui ont été mis en condition de pouvoir courir. Et on va les capturer pour les mettre à disposition des jeunes lynx dans le cadre de leur programme d'entraînement. Hop là. T'es là, le Roger. Ouais, c'est du wild, hein. C'est primordial de leur donner des proies vivantes parce que ce sont des prédateurs et que dans la nature, c'est une question de survie pour eux, tout simplement. J'en suis à 4. Oui. Lui, c'est Dark Vador. Donc là, les lapins sont assez rapides et fuyants. Ça devrait leur donner un peu d'exercice. Et après ça, ils seront quasiment prêts à être relâchés. Vas-y. Les lynx mâles attaquent, mais Noël reste en retrait. Et là, elle semble quand même intéressée puisqu'elle observe depuis le dessus et je pense qu'elle va finir par y aller. Au bout de quelques instants, Noël descend. Elle se dirige vers un lapin, mais elle joue avec sa proie au lieu de la manger. Donc ce test-là n'est pas
forcément très concluant, mais il y en a eu d'autres en amont qui l'ont été, et on va continuer l'entraînement jusqu'au lâcher, de toute manière, avec des proies vivantes. Gilles espère malgré tout la relâcher dans un mois, dans cette forêt jurassienne. C'est la fin de l'hiver, mais dans le massif du Haut-Jura, la neige est toujours présente. 3 fois par semaine, Vincent, le bûcheron charpentier de Marines, rejoint la station des Rousses pour y exercer son 3e métier. On change de tenue. On abandonne les chaussures de ville pour les chaussures de montagne. C'est mon 2e bureau. Donc voilà l'engin, ils appellent ça une carcasse. Donc voilà la dameuse dans laquelle on va aller. Un bureau de 500 chevaux. Eh bien allez, on est parti. Vincent est dameur depuis 7 ans. Depuis gamin que je skie, que je vois les dameuses, et puis ça m'a toujours branché. Donc j'ai assouvi un grand rêve de gamin, quoi. Voilà, je ne changerais pour rien au monde. La neige, c'est un élément naturel, mais donc soit on la laisse aller au naturel, ou soit on la travaille. Et ça aussi, c'est technique, hein. Ça s'apprend, ça s'observe surtout, voilà. Oui, Loïc? Ouais, je monte au sommet, là. Tu remontes au lançoir? Ouais, je remonte au lançoir, là, ouais. Cette nuit, 7 km de pistes vont défiler sous ses chenilles. Au petit matin, Vincent retrouve son atelier. La livraison du canoë approche, mais le coffre avant du bateau lui donne du fil à retordre. À voir si la patience paye. C'est parfait. Pas totalement. Reste un détail à régler. On va enlever un petit peu de résine, hein. Ça rentre pas tout à fait. Toujours pas. Normalement, ça rentre pile poil. J'ose pas taper. À la moindre entaille, il devra refaire toute la pièce. Toujours pas, ça va venir. Est-ce que ça rentre? Non, toujours pas. Mais bon, donc voilà, c'est délicat, c'est pas évident. Ça sortira quand ça sortira, voilà. Donc après, bon, je comprends la patience de mon client. Mais d'un autre côté, je préfère prendre le temps de sortir un bel ouvrage que de lui donner dans un délai qu'on aura fixé, où le bateau risquerait d'être pas fini ou d'être abrégé pour pouvoir rentrer dans ces délais. Ça y est, ça commence à prendre forme. On va réussir à la mettre. Des bateaux comme celui-ci, Vincent en construit 2 par an, à environ 15 000 € pièce. J'ai remis le nom du bateau derrière, comme les jauges de vrais bateaux. Donc je lui ai refait son nom incrusté en fait à la feuille d'or. Si on mouille un petit peu, voilà le rendu que ça aura une fois fini. Voilà. Si le canoë de Vincent n'est pas encore sur l'eau, le bateau des plongeurs de la Chartreuse, lui, est déjà au port. Coucou! Coucou! Salut! Ça a été ce matin? Ce jour-là, Emmanuel et Véronique, sa monitrice, retrouvent leur club de plongée au lac de Vouglan. Depuis qu'il a trouvé des gros poissons dans 6 mètres d'eau, il ne veut plus descendre. Il y a autre chose plus bas. Plus bas, il y a le monastère de la Chartreuse à 50 mètres de fond. Mais avant de pouvoir y descendre, Emmanuel doit réussir une étape importante. Aujourd'hui, nous allons normalement plonger à 40 mètres. On va avoir une eau beaucoup plus sombre, pas plus froide, je pense pas. Il fera nuit. Il fera nuit, ouais. Et qu'on va être un peu plus profond. Donc effectivement, on va un peu taquiner la narcose. La narcose, ou l'ivresse des profondeurs, est la crainte du plongeur. Elle provoque des comportements étranges.
Soit on est euphorique, soit on a des idées morbides, soit on est super bien dans sa tête, ou on pense pas au danger. Du tout. Tu vas regarder tes instruments plein de fois, tu te rappelles plus ce que tu as vu, ou tu sais plus quel geste il faut que tu fasses, même si... Oui, tu sais plus où tu en es exactement. J'appréhende un petit peu la narcose, dans le sens où je ne sais pas exactement les effets qu'elle va avoir sur moi. Comment je vais... Est-ce que je vais me rendre compte que je suis en train de me narcoser? Est-ce que je vais ça va avoir des effets genre euphoriques, ou est-ce que je vais plutôt partir avec des mauvaises idées et puis... Voilà quoi. Donc j'appréhende parce que voilà, c'est toujours... comment ça va se passer? T'as vite fait de te faire des films, hein, je pense. Enfin bon, bref, moi, il faut pas que j'y pense à ça. Non, il faut pas. On parle d'autre chose. Quelqu'un était à Cirque Saint-Fort hier. Derrière, devant. Gérard, t'as combien dans la bouteille? 190. Manu, 170. Fabienne, t'as combien dans ta bouteille? 180. Et tu t'es fait ta combi au fond, je te remonte direct. On a temps de plongée, nous, max 40 minutes. Tu veux qu'on revoie un petit peu les schémas, la partie orientation? Non, ça va à peu près. Ça va aller? C'est parti, on s'équipe. Je peux te laisser mes lunettes, s'il te plaît? Merci. Ça y est, c'est parti. Il n'y a rien derrière? Tu peux y aller. Il y a de l'eau. À tout à l'heure. C'est bon, je peux y aller là? Ouais. Tu peux y aller, vas-y. Sous l'eau, Emmanuel doit effectuer un parcours précis dans l'obscurité. Mais au premier nuage de sédiments, il est déstabilisé. Et à seulement 37 mètres, ils doivent remonter pour ne pas risquer de se perdre. On était à 37 max. Plus bas, en fait, ça descendait pas assez vite pour qu'on trouve les 40, on aurait trop traîné. Du bout de la palme, je touche mon rêve. Du bout de la palme, il est pas loin, il est là derrière. Voilà, t'as dit. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'a pas ressenti les effets de la narcose. Voilà Manu, c'était impeccable. Super. Bien content. T'as tout trouvé? J'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse, j'ai tout trouvé, tout dans l'ordre. Et t'as pas trouvé les 40 mètres? Non, c'est pas... c'est le seul truc qu'on n'a pas trouvé. T'as pas pu creuser un peu? Ouais, il aurait fallu quoi. Alors, entre 40 et 55 mètres, il y a 15 mètres. Il y a 15 mètres, il y a à peu près 15 mètres. Donc s'il n'a déjà pas fait les 40, il est peut-être pas prêt pour faire les 55. On va déjà faire un tombant. Ouais. Emmanuel devra refaire l'exercice s'il veut découvrir la Chartreuse dans 3 semaines. De son côté, à Pontarlier, après de longues semaines de recherche, Fabienne a enfin trouvé l'équilibre des saveurs entre le chocolat et le vin de clémentine. Alors j'ai trouvé la recette sur le bonbon McVin. Je suis partie sur une réduction de sirop additionné de le McVin Carmigna. Là, je peux dire que j'ai fait quand même pas mal d'essais. J'ai vu défiler quelques bouteilles pour que j'arrive à ces résultats, mais ça en valait bien la peine. Cette fois-ci, pas de ganache, mais une réduction de McVin injectée dans une boule de chocolat. Essayez pas trop déborder. Je voulais cette petite boule en fait qui soit bien fraîche et qui éclate dans la bouche, qu'on ait cette fraîcheur de vin et de liquide. Je me couche avec l'idée dans la tête, je me relève avec une autre idée. C'est vrai que ça cogite beaucoup. C'est moi. Salut Fabienne. C'est bon, ça y est, on a les nouveautés. On va pouvoir les mettre en vitrine. Super. Waouh. Ouais. Ah, ça a l'air chouette. Ça a l'air très bon. Ouais. Reste à savoir s'ils vont plaire aux clients et à Clémentine. Bonjour. Bonjour. Alors,
Tu vas complètement être surprise parce que j'ai tout changé. Faut me faire goûter ça alors. Tu me fais pas peur, hein. Je vais voir. Bon alors. Il y a la touche chocolat. C'est vraiment bon. Ah, mais alors, Ça là, va, ça te plaît? Rien à voir avec ce qu'on a fait au départ. Ça goûte vraiment le carminière, on sent la cerise. Ah, je t'avais prévenu, hein, ça, vraiment, j'ai bousculé, je suis partie sur vraiment autre chose. Et ça a bien évolué, je pense qu'il y a eu un sacré travail qui a été fait derrière. Et du coup, ça peut être que encourageant par la suite, avec d'autres produits, pourquoi pas. Vin jaune, je sais pas, vin de paille. Mais c'est un super bon début, ouais. J'ai gardé tes couleurs. C'est joli, c'est joli, ouais. Donner un petit clin d'œil. Ok. Le lendemain, dans la maison familiale, Clémentine est en plein préparatif. Elle part une semaine aux États-Unis pour présenter ses vins à des professionnels. Faut pas que j'oublie mes échantillons. Oui, j'emballe bien mes bouteilles parce que je voudrais pas prendre le risque qu'elles éclatent pendant le voyage. Et bien les caler. L'enjeu est important, alors elle prend conseil auprès de son père. Voilà. Papa, t'as 2 minutes qu'on regarde un petit peu mon discours pour le Los Angeles? Oui. Oui. Pendant ma présentation, je précise que nos produits ne sont pas encore importés et qu'on est toujours à la recherche d'un importateur? Ou ça, je ne le dis pas? À mon avis, dans le masterclass, c'est pas forcément nécessaire. Oui. Le masterclass, t'es là pour présenter un produit. Oui, en fait, je représente tout le... Plus qu'essayer de vendre un produit du domaine. Oui. Tu connais ton sujet? Je connais un peu mon sujet, ça devrait aller. Je pense qu'elle peut réussir là où on n'a pas réussi, oui. Effectivement, oui, je pense. J'ai la pression maintenant, il faut pas que je déçoive mon papa. C'est pas pour moi que tu vas à Los Angeles. Hein. Non, mais je sais très bien, papa. C'est pour votre avenir à vous, c'est pour le domaine, c'est pour, pour la notoriété du domaine, etc. Moi, J'en suis tout à fait consciente. Bon, voilà. Ne t'inquiète pas. Mais bon, après, si je peux te prouver quand même que je vais y arriver, ce serait pas plus mal. Tu n'oublies pas de mettre un sommelier dans ta valise. Ah oui, c'est vrai. Un tire-bouchon, parce que sinon, dans le bagage à main, les douaniers vont te piquer. Hein? J'avais oublié. Voilà, n'oublie pas le sommelier dans la valise. À 12 000 km du Jura, Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. Le scénario idéal pour moi, en fait, aujourd'hui, ce serait de rencontrer un importateur qui soit vraiment séduit par mes vins et qui me dise « Ok Clémentine, il va falloir revenir nous rencontrer, on va mettre quelque chose en place, on va vous distribuer dans tous les États-Unis. » Alors ça, ce serait vraiment le top du top. La jeune femme est venue en Californie avec une vingtaine de vignerons jurassiens. This is 1/3 of brandy, 2/3 of must. Dans plusieurs villes du pays, ils vont rencontrer des cavistes, des restaurateurs et surtout des importateurs. Vous avez déjà des vins du Jura chez vous, à votre carte? Ah, vous en avez pas? D'accord. Vous n'avez jamais été représentant en Californie? Non, mais même pas du tout aux États-Unis. Ça a intérêt à te dépêcher. Pas du tout aux États-Unis, ouais. Il y en a plusieurs qui sont sur la ligne de départ, là. Going to test Chardonnay, 2014. Et très vite, certains professionnels semblent très intéressés. Alors on aurait besoin de 2 ou 3 livraisons par an. Et à chaque fois une palette ou une demi-palette. Dites-moi franchement, est-ce que vous pouvez fournir? Oui, bien sûr. J'aimerais bien travailler avec vous. Et à vrai dire, quand je vois ce que vous faites, je dois travailler avec vous. Et puis s'il me demande 5 palettes de chaque, là ça fait une commande énorme au vu de la taille de notre entreprise, quoi, hein. Je pense qu'il y a un très très bon client et qu'il va vraiment falloir qu'on augmente notre production, qu'on arrive à s'étendre un petit peu avec mon frère pour répondre à la demande, parce que finalement la demande est là, mais il faut qu'on assure au niveau des rendements. Une première journée fructueuse. Mais ce soir, Clémentine est stressée. Après 2 semaines d'attente, elle va enfin avoir les résultats de son premier concours. Palmarès, rechercher un vin médaillé. Donc, petit moment de suspense. Rechercher, du coup, je commence à angoisser un peu, là. Oh! Alors, j'ouvre la page. Le premier nom que je vois apparaître, c'est Domaine.
blanc, vin de liqueur Mac 20. J'ai une médaille d'or pour le vin de liqueur, enfin pour le Mac 20. Donc ça, c'est excellent. Je suis vraiment contente. Je suis la première de la page. Et du coup, bon, je ne sais pas pour l'étoile, mais en tout cas, rien que là, je suis satisfaite. Ça me suffit déjà d'avoir mon Mac 20 médaillé. Surtout, c'est la médaille d'or. Donc c'est vraiment très bien. Et alors qu'il est 3h du matin en France, elle appelle son père. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, salut. J'ai des bonnes nouvelles à t'annoncer. On a été médaillé en or pour notre Mac 20. Bon, bah écoute, c'est bien. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça. Ah ouais, je suis hyper contente. C'est bien parce que c'était pas gagné. Ouais. Moi, je suis bien content. Hein. Je suis bien content pour vous, c'est bien. Ça va vous faire du bien. Ok. Allez, gros bisous. Allez, bisous papa, bonne nuit. Gros bisous, bon courage pour la suite. Hein. Merci, salut. Le fait qu'on obtienne une médaille, ça veut dire que voilà, on apporte des bonnes idées et on va pouvoir valoriser un petit peu le travail bien fait. Suite à son séjour aux États-Unis, Clémentine a une piste sérieuse avec un importateur. Un pari gagné et des débuts prometteurs pour la jeune femme. Au centre animalier de Gilles, c'est aussi le grand jour. Tu mets le reste de l'autre seringue. Ouais. Pour être sûr d'avoir une sédation complète. Noël, la jeune lynx, va être relâchée après 6 mois passés au refuge. Mais avant, Gilles va procéder à un dernier examen médical. C'est bon, t'as la seringue? On essaie de les capturer et qu'ils se sentent un petit peu acculés. Ils sont énormément stressés. Noël a été touché. Vite, sac. Hop. Vas-y. Ça va aller? Tu veux que je prenne le sac? Non, ça va aller. Je pense qu'elle est au-delà de 14 kilos. Ouais, 17,5, c'est bien. C'est excellent. La lynx est un peu plus lourde que prévu. La dose d'anesthésiant est insuffisante. Je pense qu'on va sortir la caisse pour éviter qu'elle... C'est bon, c'est bon. Alors, attends. Voilà. On va la sortir un petit peu plus. Voilà, là tu dois voir toi. Ok. C'est une dondon, hein. Oui, je vois qu'elle est toute ronde, là. Oh là, elle est grasse comme un moine. Alors là, je vais mettre en place le collier émetteur qui va nous permettre de la suivre pendant une année complète. Du moins, on l'espère. Clic-clac. L'affaire est dans le sac. Hop. Le soigneur et son équipe vont libérer Noël près de l'endroit où elle a été trouvée. On est en train de mettre des filets pour faire un petit cône de départ, pour canaliser un peu sa trajectoire quand elle sortira de la caisse, de façon à éviter la panique. Et ça me fait extrêmement plaisir. Pour moi, c'est super gratifiant parce qu'en fait, c'est ce pourquoi je me lève le matin. C'est ça qui me tient debout, en fait. C'est Marine qui lâche. C'est toujours un peu trop court, hein, mais on aimerait que ça dure quelques secondes de plus. Mais bon, c'est signe de bonne santé, bonne forme, pas de problème, on est content. Pendant 1 an, Gilles va prendre à distance des nouvelles de Noël. Grâce à son antenne, il suit tous ses déplacements. Alors là, pour l'instant, j'ai une direction, c'est-à-dire que je sais qu'elle est sur cette colline, là, ce qui explique qu'on ait un signal relativement faible et masqué. J'espère toujours la percevoir, c'est un peu le Graal. La revoir après plusieurs mois de liberté, et puis je pense pas qu'elle me fera un clin d'œil, mais enfin, ça serait toujours un super bonus pour moi. Sa présence dans la forêt rassure le soigneur. Noël parvient à se nourrir seul. Pour Gilles,
ce lâcher est un succès. Un succès que Vincent aussi aimerait connaître lors de la livraison de son bateau. Oh Jean, salut. Ça va? Ouais, bah tip top. J'aimerais pas le livrer avec une rayure. Donc c'est pour ça que je demande toujours la main à un ami, des amis de confiance qui savent que voilà, j'ai passé des heures dessus puis que je peux être chiant et exigeant à ce moment-là. Et même des fois contrariant. Mais voilà, je sais que c'est vraiment une étape cruciale, quoi. Ça fait toujours peur, d'ailleurs, j'avoue. Tu vois où tu mets tes pieds, c'est bon? Oui. Au poil. Ah, super. Voilà. Pile poil. On va le sangler un coup, vite fait. J'ai jamais perdu un bateau, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Vincent a donné rendez-vous à son client au lac des Rousses, près de la frontière suisse. Le Farfadet n'a encore jamais navigué. Il va donc le tester juste avant la livraison. Je vais vérifier ce qu'on appelle la ligne d'eau, en fait, la ligne de flottaison. Voilà, voir si le bateau, quand je serai monté dedans, qu'il soit ni trop comme ça, ni trop penché en avant. Voilà, pour voir si tout est en ordre, pour pouvoir être sûr que je livre un bateau qui fonctionne voilà, parfaitement. J'en suis ravi, quoi. Il a un comportement, il a vraiment une très belle glisse. Ça va doucement. Au moins, c'est impec. Ah, ouais. Il a fallu le cacher. Ah oui, en fait, on était... Salut Vincent, tu vas bien? Oui, vous arrivez 2 minutes trop tôt, j'ai pas eu le temps de le sécher. Il est merveilleux. Ouais, c'est bien fini, c'est lisse, c'est beau. Ah, le détail. Le petit truc qui en jette un maximum. Hein? Tu as fait du boulot d'orfèvre. Félicitations. Ah, merci bien. Félicitations. Ça valait le coup d'attendre. Ça valait le coup d'attendre. C'est vrai, je reconnais, ça valait le coup d'attendre. Voilà, quel côté tu veux? Pagayer. C'est la Rolls des Farfadets, je peux pas dire mieux. Tandis que le canoë de Vincent glisse sur le lac, à Dole, Emmanuel s'apprête à vivre une journée qu'il attend depuis longtemps. Alors, notre petite... Chez Véronique, il fait une dernière mise au point avant de partir à la découverte des vestiges de la Chartreuse. Comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Donc on va descendre jusqu'à On va trouver descendre le ici. mur. Puis je te propose, à un moment, on passera à travers l'oculus qui est ici. Et puis on remontera, pour finir notre plongée, le long de l'arbre. Vivement qu'on y soit. Cela fait 6 mois qu'Emmanuel s'entraîne pour cette plongée, accessible uniquement aux plus expérimentés. 195. On va checker notre matériel avant de partir. On s'immerge, check à 5 mètres. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus concentré sur ma plongée que sur une plongée lambda à 20 mètres ou 30 mètres où on va juste le long d'un tombant et on cherche des animaux. Voilà. Donc elle demande beaucoup de concentration. Parti. Au bout de 10 minutes de descente, Emmanuel entrevoit son trésor. Le plongeur découvre les vestiges de l'église, une arche, une fenêtre, et juste au-dessus de lui, l'œil de bœuf. L'exploration de la Chartreuse se poursuit vers les caves voûtées, mais aussi à l'intérieur de l'hôtellerie, où se trouve encore une cuisinière.
La visite se termine par le fameux escalier qui mène aux terrasses. Génial. Des belles pierres. Encore plus beau que sur les photos. Oh, grandiose. Mon rêve de gosse, c'est plus un rêve, mais bon, il y a encore des choses à découvrir. La même. Accident de décampation. Si tu fais pas les colliers, Manu, ça donne ça. Chin. À votre santé, à la santé à tous. Santé à la chartreuse. Santé.